Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania, le premier épisode de l'année 2018. Et dans cet épisode, je suis rejoint par quelqu'un que j'apprécie énormément, un ami qui s'appelle Enzo Honoré. Et Enzo, c'est quelqu'un qui a un profil très différent de moi. Et dernièrement, je me suis dit que sur la chaîne YouTube, je vous apporte les domaines où moi je suis fort, se concentrer, la persuasion, construire des tunnels de vente, des systèmes qui permettent de faire fonctionner votre business. Et bien, Enzo Honoré, c'est quelqu'un qui vous apporte quelque chose de totalement différent de ce que moi je peux vous apporter, parce que Enzo, c'est une des meilleures personnes que je connaisse pour construire son réseau. C'est un mec qui est capable de débarquer dans une ville où il connaît personne, et en quelques semaines, il va avoir rencontré 50 personnes et il va être devenu meilleur ami avec des millionnaires. C'est vraiment quelqu'un qui a la niaque, il a l'étincelle. C'est un mec, quand je l'ai rencontré, il était inconnu sur le web. Et pourtant, j'ai tout de suite su qu'il allait faire quelque chose de gros. Alors, à l'époque, je ne savais pas ce que ça allait être, et je pense que lui non plus ne savait pas. Mais on pouvait sentir chez lui une petite étincelle qu'on rencontre rarement. Et je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire en rencontrant l'épisode. C'est un épisode qui va parler de networking, évidemment. Il va parler de rencontrer des gens, il va parler de mentalité, il va parler de comment miser sur vos forces et comment identifier vos faiblesses. On va parler bien sûr un petit peu du parcours d'Enzo, de ses anecdotes, de ses différents business qu'il a montés dès le plus jeune âge. Et vous verrez pourquoi c'est un mec qui m'intéresse et pourquoi j'ai beaucoup à apprendre de lui, et probablement vous aussi. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Enzo Honoré. Salut Enzo, bienvenue sur le podcast. Salut Stan, merci de m'accueillir sur Marketing Mania. Quel plaisir d'être ici avec toi pour discuter. Ouais, on a souvent parlé sur ta chaîne YouTube, et puis c'est la première fois que c'est moi qui t'invite. D'ailleurs, à ce sujet-là, ça serait marrant de parler de comment est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois, parce que je pense que ça cadre bien le personnage. C'est clair, ouais, j'ai eu le plaisir de t'accueillir à plusieurs reprises maintenant sur les vidéos. Ça a démarré il y a à peu près un an, parce qu'il y a à peu près un an, j'étais pour la première fois en Asie du Sud-Est. Et effectivement, ouais, notre rencontre est un petit peu cocasse. Tu veux que je le raconte de ma façon ou dans ce qui s'est passé? Non, raconte-la de ta manière. Ok. Bon, bah alors du coup, comme vous tous, les auditeurs aujourd'hui de Marketing Mania, j'ai découvert Stan sur Internet à travers ses conseils de marketing, et puis à travers des amis qui étaient déjà dans le marketing qui m'ont dit tu devrais vraiment écouter ce podcast. C'était vraiment le moment où Antoine BM commençait à faire de belles vidéos en Asie du Sud-Est, et où il était passé sur Nomade Digital, si je dis pas de bêtises, non, sur Marketing Mania. Où Stan disait mais vraiment ce mec est génial, j'adore ce qu'il fait et tout ça. Et bref, de fil en aiguille, me voilà arrivé sur Stan Leloup, me voilà arrivé sur Nomade Digital. Pour la première fois de ma vie, quoi, grosso modo, c'était en décembre 2017, non 2016. J'avais quitté mon boulot en août pour lancer mon activité et commencer à générer du business sur Internet. Je décide de tout plaquer pour voyager, et donc me voilà parti dans mon premier trip en Asie du Sud-Est, parce que c'est pas cher, parce qu'il y a plein de trucs à voir et parce qu'il y a plein de gens sympas à rencontrer. Et donc je suis à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, et je découvre du coup Nomade Digital, et là je suis bercé par les aventures de nomades digitaux qui ont commencé à réussir à crocher le game avec toutes ces envies, ces belles valeurs, ces rêves parfois utopiques de générer du cash en ligne, et tous ces parcours également de voyage. Je tombe littéralement amoureux du podcast, et Stan et Paul ont bercé mes voyages. Alors dans tous les moments, je me souviens, j'ai cette image dans la tête de ce mauvais hôtel miteux que j'avais pris à Bangkok à côté de la gare parce que j'avais loupé mon bus pour aller à Koh Chang, et je me voilà dans ce lit tout pourri, tu vois, pas moyen de dormir parce que j'ai l'impression qu'il y a un rat qui va me bouffer les pieds, et puis j'ai Stan dans les oreilles, tu vois. Donc voilà, vraiment tout mon premier voyage a été bercé par Nomade Digital, par Marketing Mania, et a clairement mis le feu à mon envie de réussir, d'y arriver. À cette époque-là, j'étais en train de sortir mon premier produit numérique dans le domaine de l'entrepreneuriat quand on était jeune, tu vois, pour partager un petit peu mes expériences que j'avais eues en entreprise et ce décalage que j'avais fait.
C'était mon tout premier produit, j'avais aucune idée, je savais même pas comment lancer un produit à l'époque. J'avais compris un petit peu cette idée en tout cas d'affiliation, de quand tu travailles avec des gens plus gros, tu as forcément peut-être un peu plus de chances de toucher plus de gens. Et puis j'étais en train de lire du coup Influence et manipulation que tu avais recommandé et matraqué à maintes reprises. Je suis dans le train pour Chiang Mai, donc c'est 14h50 de train, un truc comme ça. Je lis Influence et manipulation avec un petit truc USB branché à mon power bank, tu vois, la nuit comme ça, qui éclaire avec une LED sur le bouquin. Et puis je lis ce passage où le mec il dit quand tu veux obtenir quelque chose, demande au-dessus. Demande un peu plus gros, le mec va te mettre un refus et l'humain a du mal à refuser plusieurs fois d'affilée, etc. Si tu retournes ta question, si tu retournes ton truc, tu le minimises, tu as plus de chances d'obtenir cette validation. Et donc du coup, je me dis, au culot, je vais targeter le mec et je vais lui vendre ce qu'il nous vend tous les jours. Si tu veux, par biais de cohérence, il ne peut pas refuser, quoi. Tu lui mets ses arguments en face du nez, forcément, ça ne peut que marcher. Et donc, je me dis, ok, comment est-ce que je contacte Stanislas Leloup? Eh bien, écoute, je fais comme un bon Jean-Guy. J'ouvre Google, et dédicace à tous les Jean-Guy d'ailleurs. J'ouvre Google, je tape Marketing Mania, Stanislas Leloup. Je tombe sur le site internet Marketing Mania, je vois qu'il y a un formulaire de contact, et je rentre un petit message. Salut Stan, je m'appelle Enzo, etc. J'adore le travail, donc je gonfle un petit peu, ou j'appuie, on va dire, là où ça fait du bien. Je tape directement sur l'ego et je flatte un petit peu. Et puis je dis, écoute, ça serait vraiment cool, je lance mon premier produit, etc. J'aimerais pouvoir échanger avec toi à ce sujet et potentiellement même qu'on fasse de l'affiliation, etc. Bon, bien évidemment, je m'attendais, si tu veux, à prendre ce genre de claque derrière la tête et retourne jouer dans ton bac à sable, mon gamin, mais ça allait me donner du coup une porte ouverte pour autre chose. Bon, Stan m'a pas demandé d'aller jouer dans mon bac à sable, mais bon, il m'a bien gentiment dit qu'il faisait pas d'affiliation. Du coup, directement, je rebondis. Ah bah, écoute, je suis vachement désolé, je suis très déçu. Aurais-tu au moins l'obligeance de faire une interview? Et là, j'appuie en remettant cet argument d'influence et manipulation de Cialdini où j'explique du coup mon process. Où quand tu as dit non une fois, tu peux pas dire non une deuxième fois si le truc est un peu retourné. Gentiment, et dans tous les cas, je pense que Stan l'aurait fait sans toute cette réflexion un petit peu machiavélique, il accepte l'interview et donc nous voilà réaliser une interview autour de la piscine à Chiang Mai et toi en direct de Saigon. Comme j'avais bien fait... Avec d'ailleurs le pire cadrage de tous les temps de ma part. J'ai revu récemment la vidéo et le contenu est bien. Je sais pas ce que j'avais foutu sur mon cadrage. Je suis en contre-plongée carrément. J'ai fait une figure de style. C'est plutôt beau gosse, effectivement. Moi, je m'étais fait chier, la petite piscine derrière, tout ça. En plus, on avait eu plein de coupures internet. Bon, les aléas de backstage. Mais effectivement, tu avais fait le plus beau... cadrage de toute ta vie, mais à l'époque c'était une vidéo qui avait bien marché sur ma chaîne et qui dans tous les cas je pense m'avait fait gagner, de toute façon on pourrait en discuter aussi, mais m'avait fait gagner autorité, etc. C'est d'ailleurs comme ça, à l'époque Yannick Chastain était déjà membre de ton programme si je dis pas de bêtises, et c'est en voyant ma vidéo avec toi que Yannick m'a contacté. Mon programme pour les gens c'est la formation sur le copywriting. Yannick avait été un des premiers clients à l'acheter, il me semble, de toute première fois que j'ai lancé. Et du coup, si tu veux, mon autorité naturelle avait été augmentée. Yannick m'avait contacté parce qu'il aimait mon énergie ou je sais pas quoi. Et puis on sait pas, j'allais dire on sait tous, mais pas forcément. Aujourd'hui, je suis business partner avec Yannick, on a créé beaucoup de choses ensemble. Et ça avait notamment émané de là. Enfin bref, beaucoup de retours intéressants. Donc Yannick Chastain, comment est-ce qu'on a expliqué un peu qui il est? C'est quelqu'un qui a tourné depuis un moment sur le web, il a été SEO et puis aujourd'hui il est surtout connu pour l'e-commerce et puis Amazon. Exactement, ouais, et il développe, il essaye de développer, c'est le cas, il essaye pas, hein, c'est déjà en place, une énorme communauté autour du e-commerce en France. Il veut vraiment créer une espèce de légion du e-commerce, pas faire de scission entre les gens qui font du e-commerce traditionnel, du dropshipping, du Amazon. Créer une communauté vraiment, une vraie émulation autour d'une communauté de gens qui gagnent leur business sur Internet, notamment sur le e-commerce. Il a créé pas mal de projets autour de ça, dont des events physiques, un tour de France du e-commerce, des choses comme ça. Enfin bref, et c'est notamment, si tu veux, un contact qui a été, on va dire, favorisé grâce à cette première interview.
Bref, du coup, cette première interview se passe. À la fin de l'interview, je demande à Stan si on peut s'appeler 5 minutes sur WhatsApp pour clôturer. Tu vois, il y avait eu un contact plutôt sympa. On va dire que le mec est pas trop drôle. Donc voilà, on continue cette discussion rapidement sur WhatsApp. Et comme j'avais écouté Nomade Digital et qu'à chaque fin d'épisode de Nomade Digital, il précisait que si on passait dans le coin, il nous offrait une bière. J'ai dit, écoute Stan, ça tombe bien, je suis en Asie du Sud-Est. Si je suis dans le coin, est-ce qu'on boit une bière? Et donc, forcément, en biais de cohérence, encore une fois, tu l'as annoncé publiquement, donc tu vas au bout et tu me dis, ok. Et donc, je te réponds, je suis là lundi. Donc, j'étais dans le nord de la Thaïlande, je ne sais pas si c'était un jeudi ou un truc comme ça. J'ai pris le train, j'ai pris le van, puis 14 heures de train. Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pris l'avion pour Saigon, Ho Chi Minh Ville, et me voilà arrivé à la maison, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que tu as fait quand même le périple en train depuis Chiang Mai jusqu'à Ho Chi Minh, c'est pas tout à fait à côté. Juste pour qu'on se rende compte, et la question que je me pose, parce que moi je me posais cette question si dans ta situation, c'est qu'est-ce que tu vas en retirer, quoi? Parce que quand même tu te déplaces, tu dois payer ton billet, tu dois payer ton hôtel. Qu'est-ce que tu en retires, toi, de rencontrer un mec comme moi où, voilà, aujourd'hui, même un an après, on n'a toujours pas fait de business directement ensemble. Comment est-ce que tu vois ce calcul? C'est assez simple, hein. Grosso modo, c'est énorme. C'est-à-dire que comme je l'ai fait dans le business quand j'étais commercial, comme je le fais dans le business en ligne, il te faut des gens, il te faut des drivers, il te faut des moteurs autour de toi. Et on y trouve une force extraordinaire. Moi, je suis vraiment pour cette théorie, si tu veux, de l'apprentissage par mimétisme. Et j'étais déjà persuadé, avant de découvrir toutes ces choses dans le développement personnel, que l'environnement avait une force qui était énorme, tu vois, qui n'avait pas de prix. Et à l'époque, tu représentais ce que je voulais devenir. C'est-à-dire de réussir à lancer un business en ligne, de vivre à l'étranger. Tu étais jeune, tu as 1 an de plus que moi ou 2 ans de plus que moi, enfin grosso modo on est dans la même fourchette. Tu avais réussi là où moi j'étais encore qu'un bébé. Donc dans tous les cas, il y avait quelque chose à apprendre, il y avait quelque chose à découvrir. Ça ne faisait pas un pli, tu vois. Et donc si tu veux, le calcul était aussi simple que ça. Le fait de traîner avec quelqu'un comme toi, le fait de discuter avec quelqu'un comme toi, j'allais forcément en retirer des choses pour développer dans mon business, ou directement ou indirectement. Mais dans tous les cas, on ne peut pas mesurer ça avant de le faire. Donc, on y va à fond. Et voilà, effectivement, aujourd'hui, on n'a peut-être pas fait de business ensemble, mais première chose, le fait d'avoir fait l'interview avec toi m'a fait rencontrer Yannick. Et cette année, Yannick, avec qui, du coup, tu as fait du business? Avec qui j'ai fait énormément de business. Ça représente, je ne sais rien, directement, et ça peut-être 5 000 dollars d'affiliation. Indirectement, entre les affiliations, et j'ai rencontré un de mes futurs associés dans le réseau d'Yannick, avec qui j'ai lancé un autre business on a fait plus de 50 000 en 2017. Donc ça n'a aucune limite, ça n'a aucun sens. Et dans tous les cas, moi, si tu veux, j'ai toujours mis une valeur énorme sur l'entourage, sur les gens que l'on rencontre. Il y a un Canadien un jour que j'ai rencontré qui m'a dit Enzo, toi, tu es vraiment cette caricature de cette citation, c'est no matter how much you know ou what you know, it's who you know, ou un truc comme ça. J'ai pas la citation exacte. Mais grosso modo, l'important, c'est pas forcément ce que tu sais, c'est qui tu connais et qui eux-mêmes connaissent. Et ouais, j'ai toujours trouvé cette vision intéressante. Et j'aime ça, j'aime discuter avec les gens, j'aime rencontrer les gens, j'aime comprendre comment ils fonctionnent, j'aime pouvoir essayer de comprendre leur schéma de pensée pour pouvoir en prendre, l'intégrer à mon propre état d'esprit, à mes propres habitudes. Et ouais, aujourd'hui, Stanislas Leloup, pour moi, c'est une organisation. C'est les projets en 90 jours. J'en ai fait une formation, j'en ai vendu, je la teach aujourd'hui, je la partage à tout le monde. C'est un deuxième voyage cette année, on s'est rencontrés encore à Saigon, je suis venu te voir. Pour moi, c'est aussi une amitié maintenant, tu vois, j'ai envie de te dire. C'est que du bonheur, j'ai fait ça plein de fois. et aujourd'hui, je garde ce dynamisme-là. Il faut donner surtout quand t'as pas. À l'époque, j'étais personne, je faisais pas 1 euro. Tu m'as accordé ton temps,
qui coûtait déjà pas mal de blé. Tu m'as partagé des conseils, tu m'as partagé ta vision, tu m'as donné des retours sur l'expérience, on a discuté, on a philosophé. Et j'estime que tout ça nous fait grandir. Tout ça nous fait aussi être humain à un moment donné, sortir un petit peu de l'Internet pour revenir à des choses vraies, à des choses réelles. Et ouais, dans tous les cas, ça m'excite. Et aujourd'hui, ça fait, je pense, qui je suis aussi, quoi. C'est une des principales raisons pour laquelle je voulais t'avoir sur le podcast. Enfin, on avait déjà un petit peu parlé ensemble, mais pour moi, tu vraiment t'incarnes ce truc-là que moi, je n'ai pas. Moi, je dois vachement quand même me forcer à faire ça. Si tu veux, c'est un truc dont je suis conscient et j'essaie de rencontrer les gens et d'aller à des conférences de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Et toi, en discutant avec toi, et tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure dans ta réponse, par rapport à ton parcours de commercial, c'est-à-dire que bien avant de faire du business web, tu as fait quelque chose de beaucoup plus traditionnel, qui était basé sur le relationnel, sur, partir de rien, construire les bons contacts, pouvoir vendre une vision. Euh, Tu peux nous dire un tout petit peu ton parcours là-dedans et en gros, qu'est-ce que tu faisais quoi? C'était quoi ton job et qu'est-ce qui te permettait d'être bon à ce job avant de quitter ce boulot et puis de devenir entrepreneur sur le web? Ouais, carrément. En fait, si tu veux, je sais pas trop l'expliquer. À peu près depuis que je suis gamin, tout le monde a toujours dit oui, Enzo, on ne se fera jamais de soucis pour lui. Il vendra même n'importe quoi. Tu vois, c'était une expression, même à la fin, je trouvais ça très dégradant quand les gens me disaient ça. Et donc, ouais, Bah, c'était dégradant parce que... pourquoi? parce qu'on disait que je pouvais vendre n'importe quoi et du coup tu avais cette idée de, tu sais, en plus je suis un peu italien, machin, j'avais souvent la chemise ouverte du mec qui était prêt à vendre sa mère, quoi, tu vois. Et donc à la fin j'avais retravaillé un peu cette définition en disant, d'ailleurs c'était un petit peu pour gonfler mon ego aussi, mais dire non, je suis pas capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Par contre, le manchot à qui il faudra créer des bras bioniques, j'aimerais bien travailler sur ce projet, tu vois. Grosso modo, vendre pour répondre à un besoin et pas vendre en faisant pas vendre des portes et fenêtres en faisant du porte-à-porte en arnaquant grand-mère. Tu vois, il y avait une vision un petit peu différente du commerce, ou du moins j'aimais à vouloir le développer. Ouais, vas-y. C'est-à-dire, en un sens, que ça t'est venu naturellement. Tu t'as toujours eu, je sais pas comment on pourrait définir ça, mais je sais pas si la tchatch, c'est vraiment une bonne manière de le définir. Je sais pas quel terme serait adéquat. Cette capacité à prendre contact rapidement avec les gens, ce plaisir à discuter avec les gens, ça c'est un truc qui t'est venu Ouais, naturellement. mon père est comme ça. C'est-à-dire que dans tous les cas, depuis tout petit, j'ai toujours vu ça. À l'école, j'étais le gamin bavard, j'étais le gamin un peu hyperactif, j'étais le gamin qui bougeait un petit peu partout. Et du coup, il y a aussi cet effet qui, à mon avis, a un biais psychologique que tu pourrais expliquer. C'est que dans tous les cas, tu parles beaucoup, donc tu parles tout le temps. Donc tu es toujours en train un peu voilà, de t'agiter. Donc les gens te disent ah bah oui, bah toi tu parles beaucoup, donc tu as des capacités à bien parler, toi tu es un bon parleur, toi tu as la tchatch. Et donc si tu veux, plus les gens te disent que tu as la tchatch, plus tu commences à croire que tu as la tchatch, plus tu fais pour que la tchatch vienne. Donc effectivement tu as un peu aussi ce cercle vertueux ou pas qui s'est créé. Et effectivement, moi j'ai toujours vu mon père, donc salarié à l'usine, toute sa vie jusqu'à temps qu'il quitte son boulot il y a peu, effectivement avoir la tchatch. Avoir la tchatch, bosser sur les marchés et travailler un petit peu en parallèle grâce à sa tchatch. Donc effectivement j'ai vu ça comme une force. Et puis c'était souriant. Tu sais, j'aimais avoir la tchatch avec les petites mamans de 45 ans qui étaient les mamans de mes potes, avec les nanas quand on commençait à avoir 15-16 ans à draguer un peu, et puis également avec les potes à pouvoir discuter, argumenter. Voilà, cette notion de leadership, elle m'a toujours beaucoup plu, quoi, tu vois. Et ouais, première prestation de service, j'avais 15 ans, commencé à vendre des trucs. Et tu vendais quoi? Des sites web? Alors à l'époque, tu sais, j'étais le petit gamin de la rue qui savait réparer des ordinateurs, quoi. Donc pour nous, c'est un peu naturel quand on est né avec, mais pour quelqu'un de 50 berges, c'est compliqué de réinstaller par exemple un Windows sur son ordinateur. Donc au début, tu le fais gratuitement, et puis de proche en proche, c'était 40 € la réinstallation, la défragmentation, supprimer les virus sur un ordinateur, enfin, ce genre de conneries qu'on pouvait faire à l'époque de Windows XP, de Windows Vista, quoi. Et donc, de proche en proche, je commençais à faire mon petit billet comme ça. À un moment donné, je suis arrivé par mon réseau proche, mon kiné qui a énormément de patients. J'étais bloqué du dos pendant 2 ans, donc je suis souvent chez le kiné. Et les personnes chez le kiné, c'est souvent des personnes âgées, donc tu te mets à discuter avec les personnes âgées. Et puis la grand-mère super marrante et super intéressante, si tu veux, qui
qui développe une passion pour l'informatique et pour la technologie et qui a un iPhone 5S à l'époque, qui a un ordinateur tout neuf mais qui ne sait pas s'en servir. Et donc du coup, je me mets à faire de la formation aux personnes âgées pour accéder à Internet, pour utiliser un petit peu mieux les réseaux sociaux, pour comment gérer sa boîte mail. Si tu veux, pour une grand-mère, la valeur, elle est énorme dans envoyer ou recevoir des photos de ses petits-enfants. Et toi, ça t'a demandé aucune compétence particulière, tu vois, à part que c'est de transmettre, d'être patient et de discuter. Ça, je devais avoir 18. Et puis à cette époque-là aussi, effectivement, moi j'aime le sens du commerce, j'aimais l'argent, j'avais compris que l'argent pouvait faire des choses en tout cas. Et donc je vendais tout et n'importe quoi. J'étais devenu un petit peu le Harry, le bon tuyau de mes amis. Tu voulais acheter du parfum, tu voulais acheter des survêtements, tu voulais acheter n'importe quoi. J'essayais, je me démerdais pour aller trouver ça. Et donc, ouais, j'ai vendu des montres, j'ai vendu des bijoux, j'ai vendu des... Le truc le plus drôle que j'ai vendu, je pense, c'est des chapelets. J'ai vendu des chapelets. Et t'as eu un tas de business aux alentours de cette époque. On avait parlé ensemble, tu avais pendant un moment ouvert un cours de salsa ou une soirée Alors salsa, c'était c'est un ça? petit peu plus tard, ouais. Un petit peu plus tard, si tu veux, j'avais 20 déjà, ouais. Donc en fait, je quitte l'école d'ingénieur, parce qu'en fait, je faisais une école d'ingénieur parce que mon père voulait que je sois ingénieur et tout. Voilà, c'est un peu le moule classique. Et par contre, je me rends bien compte, c'est-à-dire qu'en deuxième année, j'ai déjà commencé à lâcher le truc et j'ai déjà du retard par rapport à mes camarades. J'ai plus vraiment de sens de ce que je fais là, je passe plus mon temps à jouer en étant en cours qu'autre chose. Et en fait, moi j'ai déjà un petit peu de réseau, je commence déjà à avoir des contacts autour de moi et j'ai des professionnels, du coup, après avoir défragmenté ou réparé l'ordinateur, tu sais, tu pourrais pas me faire un site internet. À l'époque, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, c'était beaucoup plus cher, c'était beaucoup plus compliqué. Et donc j'ai commencé à développer mes premiers sites en HTML, tu vois. Et ça, c'était au début. Et puis après, quand tu es en école d'ingénieur, tu te rends compte, surtout à ce moment-là, qu'il y avait des gens qui étaient super doués en développement, beaucoup plus rapides que moi, beaucoup plus doués que moi, ça allait faire des trucs plus intéressants. Et moi, j'avais les contacts. Donc en fait, si tu veux, je prenais les contacts de mes potes, de mes contacts de mon réseau de professionnels, et en fait, je sous-traitais ça à mes potes qui étaient en cours. Et donc, par exemple, je sais pas, on me donnait 600 € pour faire un site web. Je donnais 250 ou 300 € à mon pote qui le faisait. Lui, il était le roi du monde parce qu'il était incapable de vendre ses trucs. Moi, j'avais gagné 300 € uniquement en étant intermédiaire et en assurant, si tu veux, la qualité de livraison, quoi. Et donc déjà à cette époque-là, je me souviens, on avait un prof de management et je lui avais soumis un espèce de pseudo-business model, tu vois, où en fait je me positionnais comme une espèce de plaque tournante et je voulais créer un site web pour référencer des trucs et grosso modo faire un espèce d'annuaire, quoi, faire un intermédiaire si tu veux dans la mise en relation de professionnels et de gens pour répondre à des prestats de services. Et donc comme ça vient l'un l'autre, ça continue. À un moment donné, je bifurque. Je passe du coup dans une école de commerce. J'arrive en école de commerce, je me largue avec ma nana, ça faisait des années qu'on était ensemble. Voilà, gros changement de vie, gros chamboulement, tu remets tout en question. Et je me mets du coup à faire de la danse latine parce que je suis italien, parce que j'aime ça, je trouve ça sympa et tout ça. Et puis parce que quand tu es célibataire, c'est un super moyen pour rencontrer des nanas. Et donc, j'arrive les cours de salsa. Donc, je prends des cours de salsa dans ma ville. Alors, il y a une école, tu vois, dans laquelle on prend des cours. Puis, il y a un petit bar qui fait des cours. Puis, je me rends vite compte que si tu veux danser la salsa après ces cours, il faut que tu ailles à 45 minutes de route. Ah, j'ai mon ami, il est DJ et j'aime bien ce qu'il fait. Il aime bien faire un peu de musique latino. Bon, est-ce qu'on n'organiserait pas des soirées latino? Donc effectivement, on a organisé tout un concept. Alors j'avais été un peu loin, hein. On avait fait des soirées un peu. Donc j'avais fait grosso modo du booking pour un DJ. Et plutôt que de vendre uniquement du DJing, c'était mieux de vendre une expérience. Tu pouvais valoriser, tu pouvais vendre plus cher, tu pouvais créer une expérience utilisateur un peu différente. Et on a fini par créer La Latina, qui était une soirée qu'on faisait une fois par mois, avec élection de Miss Latina, avec concours de limbo, avec cocktail particulier pour la soirée, etc. Et voilà, ouais, c'était une bonne expérience, c'était assez drôle. Pendant un an, à peu près 8-9 mois, ça a duré. Et la question que je voulais te poser à ce sujet, tu as toujours eu ce talent-là pour rencontrer des gens, pour monter des trucs, pour faire des deals. Tu as vraiment la fibre entrepreneuriale, presque plus traditionnelle. Moi, je me suis toujours dit, si j'avais été né 30 ans plus tôt, j'aurais jamais pu être entrepreneur. Tu vois. J'aurais été genre analyste, consultant, un truc comme ça. Parce que je pense que j'aurais pas eu suffisamment
le networking et pouvoir serrer des mains, etc., où ça m'aurait trop épuisé, tu vois, pour pouvoir vraiment tenir sur la durée. Ce qui veut dire que moi, ma carrière, en gros, est rendue possible par le web. Toi, j'ai l'impression que tu t'en serais très bien tiré, même si tu avais été né 50 ans plus tôt. Ça t'est venu assez naturellement. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut s'apprendre? Ouais, alors effectivement, j'ai eu Enfin, je me souviens de notre discussion où tu racontais que toi, tu avais cette vision de l'entrepreneur. C'est dans notre première interview, je crois d'ailleurs, où tu disais l'entrepreneur voilà, qui sert des paluches, qui est en costume, qui est un mec imposant avec beaucoup de charisme. Ouais. Parce que tu sais, c'est quoi? Parce qu'il y avait ces gens-là dans mon entourage, en fait. Mes parents, on habitait à Paris. Voilà, mon père était quelqu'un de très social. On n'était pas directement entrepreneur, mais on avait dans l'entourage des gars qui étaient entrepreneurs, agences de com, dans la pub. Tu vois le profil. Les gens qui, à la fois, ils sont créatifs, mais à la fois, ils ont un bagou, ils sont toujours là, ils sont dans les dîners, ils ont les contacts, ils connaissent machin, ils ont rebondi 40 fois dans leur carrière. Et quand je voyais des mecs comme ça, c'était pas moi, tu vois. C'était pas mes forces, c'était pas sur ce terrain-là que je pouvais jouer. Et ce qui fait que même si j'avais une envie d'indépendance, avant en fait de vraiment comprendre l'entrepreneuriat sur le web, je m'imaginais pas que c'était un chemin viable pour moi. Voilà, c'était sur ce point-là. Je te laisse répondre à la question. À ton avis, est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça se développe? Toi, est-ce que tu formes des gens à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, j'ai posé la question, dans toutes les interviews que je réalise, je pose toujours la question aux gens, selon vous, est-ce que être entrepreneur, c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Est-ce que ça peut s'apprendre? Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient, quoi, grosso modo? Et aujourd'hui, du coup, j'ai un petit peu une vision, tu vois, j'ai réfléchi moi-même à la question, tu vois, et je pense qu'on est avec des compétences, d'accord? On est avec des traits de caractère, on est avec des choses qui nous prédestinent ou pas à entreprendre. Et après, c'est surtout une question d'envie et d'y aller à 200%, d'être prêt à avoir un niveau de commitment de dingue et d'avoir cette vision et d'y aller à fond, quoi. Mais je voudrais vraiment parler de tu vois, cet aspect networking, c'est-à-dire, tiens, est-ce qu'il y a des compétences, est-ce qu'il y a des habitudes que je peux développer pour devenir meilleur pour créer ce réseau? Je vais donner un exemple peut-être concret, tu vois. C'est pas comme, tu vois, quand je rencontre des gens, j'arrive à leur parler des trucs intéressants à dire, etc. Enfin, surtout si c'est des gens qui s'intéressent un petit peu à tout ce qui est business en ligne, on peut avoir des conversations intéressantes. Par exemple, je suis très mauvais dans tout ce qui est follow-up. Voilà, je rencontre les gens, mais au final, je sais pas trop s'il en ressort des choses parce que voilà, je vais pas forcément avoir un follow-up ou j'ai pas forcément de stratégie de ce point de vue-là. Ou tu vois, donc je rencontre quelqu'un il y a 1 an, 2 ans, et puis il en ressort rien. Tu vois, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a plein de petits éléments comme ça où tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas optimal et il y a peut-être des gens qui le font avec un instinct. Il y a peut-être quelque chose qui peut être appris. Effectivement, ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Par contre, ce qui est très drôle, une fois de plus, c'est quand c'est Stanislas Leloup qui me parle de ça, mais j'ai l'impression que c'est tellement scientifique et théorique. Alors là, effectivement, je pense que l'optimisation du follow-up par rapport à mes rencontres physiques ne sont pas à l'optimal. Non, mais tu vois, je pense qu'il faut aussi un peu décomplexer ça, tu vois. Il faut avoir peut-être cette vision un petit peu moins analytique, un peu plus humaine, un peu plus fun. Les 3/4 des follow-up que je fais, et c'est le follow-up qu'on a fait toi et moi, c'est une bière, quoi, tu vois. et effectivement, est-ce qu'il y a une prédisposition, je pense, à aimer rencontrer les gens, à aimer discuter avec les gens et à aimer voir les gens? Je connais des potes, c'est vraiment des geeks et ils apprécient être tout seuls, être un petit peu dans leur bulle et pas voir de gens trop souvent, ce qui est un petit peu aussi ton cas. mais après, ça dépend de tes envies. Et je pense aussi qu'effectivement, si tu as envie de développer ça, par contre, tout est possible. C'est-à-dire que je ne crois pas trop à cette histoire de fatalité, t'es né comme ça, tu peux pas changer. Pour moi, ça c'est de la bullshit. C'est pas dans tes habitudes. Tes habitudes, elles ont été créées plus tôt, dans ton enfance, dans ton ADN. Certains diront qu'on a des prédispositions à certaines choses. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, si tu as envie profondément de développer quelque chose, une compétence, une qualité, et que tu y bosses tous les jours avec une vision, tu y arrives. Donc, typiquement, par rapport à cette idée de stratégie de rencontrer des gens, eh bien, tu commences par le commencement. C'est-à-dire que tu vas à des meetings, tu rencontres des gens et tu te dis, OK, aujourd'hui, je vais essayer de parler à 10 personnes et je vais essayer de comprendre quelles sont leurs activités et quels sont le point commun que j'ai avec eux. Et tu focuses là-dessus
et tu prends leur numéro de téléphone. Et derrière, effectivement, tu te dis, bon ben voilà, ces 10 personnes-là, je vais leur relancer un email JJ et je vais leur relancer un email J+30 pour savoir ce qu'ils deviennent et est-ce qu'ils veulent pas boire une bière. Et si tu veux, effectivement, aujourd'hui, au début, tu vas te forcer un petit peu, tu vas essayer de mettre un système là où un système ne devrait pas forcément l'être, parce que voilà, ça peut paraître un peu bizarre parfois de vouloir systématiser les relations humaines. Mais au début, quand c'est pas dans tes habitudes, quand c'est pas dans tes mœurs, je pense que ça peut être bon. Et donc effectivement, c'est marrant que tu en parles parce que dans le dernier cours là, que j'ai pondu, il y a toute une partie effectivement comment améliorer, rencontrer des gens et puis développer un peu ces compétences-là. Et effectivement, je challenge les gens en disant bah voilà, aujourd'hui tu vas te faire un networking par mois par exemple, et tu vas toi organiser un networking par mois. Aujourd'hui, on a tous du réseau. Et de proche en proche, on a un réseau qui est énorme. Il y avait une statistique qui était tombée où on était tous à 5 personnes de Barack Obama ou un truc comme ça, quand il était devenu président. S'il y avait un diagramme, etc., qui nous sépare du président, on était tous à 5 personnes du président, parce que dans notre réseau, avec Internet aujourd'hui et avec tous les réseaux sociaux, on avait cette capacité finalement à reach assez facilement n'importe qui. Ça, j'y crois, donc je sais pas, tu fais un post sur Facebook, tu t'amuses à rassembler les gens, à définir une thématique, tu te forces un peu si au début c'est pas tes mœurs, puis au final je pense qu'on y prend quand même beaucoup de plaisir, parce que même les gens qui disent qu'ils n'aiment pas forcément rencontrer des gens, je suis persuadé qu'ils aiment dire ça quand ils sont à deux personnes qui disent bon bah moi j'aime pas rencontrer des gens. On est des humains, on est tous faits pour être en communauté, pour vivre ensemble, pour partager, pour échanger. C'est tellement plus fun quand on partage et quand on crée ensemble. Est-ce que j'ai répondu avec ta question déjà? Je suis parti loin. Tout à fait. Grosso modo, le point sur lequel tu mets le doigt, c'est en gros ce qui toi te permet de le faire et de continuer de le faire à plaisir et que ça marche bien pour toi, c'est que tu t'amuses en fait à faire ces rencontres. Et un truc qui m'avait fait marrer à suivre sur ta chaîne, c'était que tu avais fait une espèce de tour de France où même tu avais été au Canada, tu avais des vidéos avec Olivier Lambert et tu rencontrais tous les gens que je connais entre guillemets, ils sont passés dans mon podcast où je les ai vus une fois à Paris, etc., qui sont dans toute la France, et tu apparaissais dans les miniatures avec chaque personne parce que tu faisais le tour de France, tu allais rencontrer chaque mec. Et en fait, voilà, en quoi? C'est en un an, tu t'es construit un réseau où tu connais la majorité des gens qui pèsent un petit peu dans tout ce qui est web marketing, grosso modo, non? Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Parce que tu t'en rends peut-être pas compte, mais c'est quelque chose qui est assez rare. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de gens faire ça. La plupart des gens sont soit trop timides, soit n'y arrivent pas à créer ces contacts parce que tous les gens dont on parle ne sont pas forcément méga accessibles ou ils sont assez sollicités et du coup, voilà, il y a assez peu de gens qui peuvent créer tous ces contacts aussi rapidement. Et toi, tu as l'air de l'avoir fait assez efficacement, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant de voir le point de vue où ça devient naturellement. Et on voit que c'est pas un effort énorme pour toi. Ça a l'air d'être un gros point. Je ne vais pas faire non plus le mec sur qui c'est tombé sur le coin de la tête. Tu vois, c'est quand même réfléchi et calculé. Ouais. Je savais où je voulais aller. Quand j'ai commencé dans le business traditionnel, je voulais un mentor. Je savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, mais je voulais un mentor. Je voulais un mentor commercial qui m'apprenne le métier du commerce, parce que moi je faisais du commerce, mais à l'arrache comme un gitan, si tu veux. Comme je le voyais, comme je le sentais. J'avais aucune notion de client, de ROI, de prospection, de cold prospection, de cold calling, tu vois, j'y connaissais que dalle à tout ça. Donc je voulais vraiment quelqu'un qui m'apprenne le truc, etc. Donc j'avais déjà cette vision, si tu veux, de mentorat. Et ça n'a fait que s'accentuer. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu la chance d'avoir mon premier vrai gros mentor, même si j'en ai eu avant, je l'ai compris qu'après, mais j'ai eu mon premier mentor et j'avais cette obsession quand je suis arrivé à Paris je voulais ma storytelling en fait, je voulais mon storytelling du petit gamin de campagne qui part à la capitale pour aller changer de vie et tu vois, se créer ce dream job, vivre la dream life. J'étais vraiment à fond là-dedans. Et donc, j'étais vraiment focus sur cette idée, il faut que je rencontre des millionnaires et que je leur demande comment on fait. Vraiment, c'était genre, je suis sûr qu'il y a un truc, tu vois, il y a un secret, il y a un machin. Et dans tous les cas, créer du réseau avec ces gens-là, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Je pense que c'est énorme. Je vais me prêter au jeu. C'est comme ça que j'ai construit notamment la chaîne YouTube. Et si tu veux, de proche en proche, où j'en ai rencontré de plus en plus, mon mindset s'est développé de ouf. J'ai accédé à des plus gros business. Quand je suis arrivé dans le business en ligne,
comme ça avait plutôt bien fonctionné pour moi en tant que commercial en faisant ça, je me suis dit, on va répliquer exactement le même procédé. Et là où je pense pourquoi ça a fonctionné, c'est tout simplement parce que personne ne le fait, comme tu l'as dit tout à l'heure. Personne ne le fait. Oui, tu as des gens qui vont solliciter une fois, comme ci, comme ça, machin. Mais moi, je te laisse pas le choix. Moi, il y a des gens, je les ai appelés. Ok, j'adore, machin, on peut faire une interview, j'adore ce que tu fais. Tu brosses dans le sens. Même si évidemment, tu flattes un petit peu l'ego, tu fais plaisir. Et puis, dans tous les cas, souvent, tu es sincère parce que j'ai une réelle admiration, si tu veux, quand les gens font des trucs de ouf. Donc, voilà, tu vas, tu es sincère et tu flattes bien. Et puis tu dis par contre j'arrive demain, je reste une semaine dans ta ville, donc on va se voir souvent, tu vois, et puis tu y vas. Et puis je sais pas, peut-être une question de bonne humeur, une question de sourire et d'énergie, et effectivement ça s'est plutôt bien passé. Mais dès le départ, si tu veux, je m'étais dit ok, je suis nouveau dans ce milieu-là, il faut que je comprenne les ficelles, il faut que j'arrive à visualiser aussi, parce que je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et même à date, je suis pas persuadé de savoir ce que je veux faire dans la vie, tu vois. Donc il fallait vraiment que j'ai ce spectre un peu large de ok, quels sont les moyens pour gagner de l'argent sur Internet. Je me suis dit que je vais rencontrer chaque acteur qui est visible et qui fait ça. Et puis je vais lui demander, bah ok, comment on fait? Est-ce que tu peux nous en parler dans une vidéo YouTube? Et bien évidemment derrière, tout ce qui se rajoute en off, c'est cadeau, c'est pour Bibi, tu vois. Et dans tous les cas, si tu veux, de tout ça, j'allais forcément apprendre des interviews, des gens que j'allais rencontrer. Et en plus, j'allais pouvoir commencer à créer du contenu que j'allais pouvoir transmettre et que j'allais pouvoir créer une communauté autour de tout ça. Donc c'était vraiment gagnant, 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 mais à tous les niveaux. Et donc voilà, je suis parti dans ce délire-là. Et puis c'est comme tout. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, j'ai interviewé mes potes. J'ai interviewé mes potes qui avaient fait des trucs un peu sympas, voilà, parce que je commençais à créer un petit peu de réseau. Et puis quand on a 2, 3, 4, tu arrives à en choper un. Ce mec-là, quand tu vas en interviewer un autre, tu dis, bah, lui, il est passé sur mon podcast, du coup, tu veux pas venir? Et du coup, après, tu as l'ego qui prend, et puis après, c'est parti. Puis quand tu bosses bien, quand tu es sympa, voilà, et je sais plus, je crois que c'est toi ou quelqu'un d'autre. Et tu fais les demandes quand tu es à la bière. tu bois une bière et puis tu dis, au fait, maintenant qu'on est en train de sympathiser et de boire un coup, tu vas avoir du mal à me dire non. Donc ça te dit qu'on fasse une interview ensemble? Et puis après, par transmission d'autorité, par transmission de connaissances aussi naturellement, je pense qu'on fait son trou. Ok. C'est vachement intéressant de t'écouter en parler parce que pour moi, c'est vraiment ton avantage, quoi, ton avantage compétitif. Le truc qui te rend unique et le truc qui m'a fait que, voilà, dès que je t'ai rencontré, je t'ai repéré directement. Je me suis dit, tiens, ce mec-là, il va faire un truc, quoi. Je sais pas encore ce qu'il va faire, mais il va faire un truc. Je sais pas, mais il va faire un truc. Ouais. Personne ne le sait, mais tu vois, il y a un truc. Et c'est drôle, c'est vraiment cette idée d'avantage compétitif, tu vois, d'avoir un truc que tu fais mieux que les autres, que les gens ne font pas, et d'aller à fond dessus. Tu sais que, toi tu le sais peut-être, les auditeurs, je ne sais pas si vous le savez, Stan est très très précis là-dessus et on en a parlé quand on a fait les vidéos, quand je suis allé à Saigon. Et justement, Stan me parlait de son avantage compétitif et de comment est-ce qu'il avait réussi à développer la chaîne YouTube, etc. en se basant sur ses forces. Et du coup, bien évidemment, introspection énorme. Il me remet moi en question qui au final fait un peu tout et fait jamais vraiment rien. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je suis? C'est quoi mon avantage compétitif unique? Le truc qui fait que jamais personne ne pourra copier ce que je fais. Et effectivement, je pense que tu as raison. D'autres personnes me l'avaient déjà dit. Elle m'a dit, Menzo, tu es un connector. Ta vraie valeur ajoutée, c'est ça. Arrête de réfléchir, marketing, commerce, machin. Tu es un connector. Point. Je pense que tu as raison. Parce qu'il y a énormément de valeur là-dedans, si tu veux, d'être à l'intersection entre les réseaux et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, tu vois, c'est une question qu'on a eue la dernière fois que tu étais à Ho Chi Minh, c'est dans quelle mesure est-ce que tes forces et tes faiblesses sont le revers d'une même pièce. Donc je vais donner des exemples simples si tu veux. Pour moi, clairement, ma force, ce qui fait aujourd'hui que mon contenu fonctionne et que mon business fonctionne, c'est l'analyse, la capacité à prendre un truc et aller vraiment profond et à probablement y passer plus de temps que d'autres sont prêts à passer et vraiment creuser le truc et à la fin en synthétiser quelque chose qui est voilà, une distillation en fait de beaucoup de temps où j'ai passé à réfléchir, ce qui fait au final un produit, tu vois, très assez léché. Et ça, c'est vraiment la force que moi j'ai, le truc où je suis bon et qui m'a pris un peu de temps d'ailleurs à trouver. Le revers de la pièce de ça, effectivement, c'est d'abord que ça peut être compliqué pour moi, par exemple, de gérer plusieurs projets en parallèle parce que j'ai besoin d'être concentré sur un truc. Ça peut être que
j'ai tendance à suranalyser les trucs. Mettons là, on est début 2018 au moment où on enregistre ça, donc j'ai fait récemment mon bilan de l'année et j'ai été lire mes notes. Donc moi, j'ai tout un système de planification, de plans sur la semaine, etc., qui fait qu'en fait, j'ai beaucoup d'archives de ce que j'ai fait pendant l'année. Et tu peux voir que fin janvier, j'avais une idée de produit, mais j'étais pas sûr, j'analysais, je réfléchissais, etc. Ça m'a pris en août pour le lancer. Bon, j'avais d'autres trucs en cours, etc. J'avais pas le temps de le faire. Mais ça te montre que, tiens, tout d'un coup, tu vois, t'as un revers de la pièce. Et pour moi, c'est vraiment le même truc qui te pousse à analyser, à aller vraiment profond, à vouloir faire le truc absolument bien et prendre le temps. Et la raison pour laquelle ça m'a pris jusqu'en août, c'est parce qu'il a fallu que je me bloque 6 semaines en fait pour faire ce truc où je faisais rien d'autre. Donc au final, voilà, il fallait trouver une période où il n'y avait pas d'autres projets qui étaient en compétition. Mais c'est pas la seule manière de faire des formations. Et c'est la mienne. Et je me dis, tiens, c'est intéressant de voir que les deux vont de pair en fait. Et pour toi, tu as dit tout à l'heure que tu avais toujours beaucoup de trucs en cours, que tu avais un peu du mal à être focus. Ouais. Et d'un autre côté, tu es vachement bon pour rencontrer des gens, pour faire des connexions, pour parler de différents sujets. Et je me demande si parfois nos forces et nos faiblesses sont pas en fait la même chose, tu vois, et que un truc a une force d'une situation et une faiblesse dans une autre. Ouais. C'est-à-dire que on le comprend vite. Mon hyperactivité, elle me pousse à avoir ce problème de focus, alors sur lequel j'ai beaucoup bossé, sur lequel les plans de 90 jours m'aident à m'organiser. Mais c'est un débat de tous les jours. C'est un débat de tous les jours. Là, on est le 5 janvier quand on tourne ce podcast. Je rentre en France le 12 janvier. Il me reste 7 jours ici à Bangkok. J'ai 7-8 personnes que je dois rencontrer. J'ai des amis de Kuala Lumpur qui veulent venir avant que je parte à Bangkok. Il faut que je relise mon livre, que je le corrige, que je donne les correctifs au writer pour le finaliser, pour le sortir mi-janvier. Il faut que je mette en ligne ma formation. Il faut que je tourne entre 1 à 2 vidéos par jour. Je suis en train de lancer un mastermind. J'ai 2 autres activités, 2 autres sociétés qui n'ont strictement rien à voir, sur lesquelles on est en train de faire des lancements de produits. Ouais, c'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que tu fais des connexions parfois qui sont géniales avec des gens, tu te dis c'est impossible que je laisse passer cette opportunité. Tu as cette énergie, ce drive permanent qui est là, qui est avec toi. Il y a un marché aujourd'hui qui est énorme. Quand tu es un petit peu curieux, tu te rends vite compte qu'il y a des tonnes de trucs à faire. Et du coup, ouais, le revers de la médaille, c'est que tu en mets un peu partout. Tu as du mal à aller en profondeur. Et c'est là où un mec comme Stanislas Leloup, il me rend ouf, moi, tu vois. Et c'est là où c'est très intéressant d'ailleurs. Enfin, notre relation est marrante. Je pense qu'on s'aime pour nos opposés. On s'aime pour ce qu'on n'a pas, ce qui est chez l'autre, tu vois. C'est clairement ça. Et effectivement, moi, à chaque fois que je te rencontre, notamment, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de qu'est-ce que tu tires des rencontres que tu fais. À chaque fois que je te rencontre, je souffle et je me dis, OK, ça, c'est super important. Ça, c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas rater. Donc maintenant, tu vas arrêter un petit peu et tu vas travailler un peu plus comme Stanislas Leloup. C'est-à-dire qu'il y a des matins où je me levais et je me dis, là, il faut que je fasse 5% comme Stanislas Leloup et ça sera déjà bien pour un Enzo Honoré. Tu vois. Et c'est ça. Et c'est ça. Donc effectivement, les deux faces de la même pièce, c'est compliqué à gérer. Je m'en suis longtemps voulu. Je me suis longtemps mis des bâtons dans les roues. Je pense que le jour où tu commences à t'accepter pleinement, aujourd'hui, hier soir, là, on vient de faire un pré-lancement sur le mastermind. Le mastermind, je commence vraiment à valoriser mes vraies forces, qui sont le connector, qui sont le mec qui a la pêche et qui partage de l'énergie. Voilà, quand tu commences à jouer sur tes forces, eh bien, tu vois que tu as des résultats qui sont en conséquence. Il faut l'accepter et il faut foncer, quoi. Super. Je veux pas trop rebondir là-dessus parce que je pense que tu as un parfait mot de la fin. Ce que je vais faire, c'est qu'on transitionne rapidement sur mes 3 petites questions éclairs que j'aime bien pour terminer ces conversations-là. La première, c'est quel est un livre que tu recommandes souvent? Waouh, il y a pas mal de livres que je recommande. Étant auditeur du podcast, je ne veux pas, je ne veux surtout pas faire du déjà dit. Moi, le livre qui m'a donné le déclic, c'est Le pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Donc forcément, j'ai du mal à ne pas recommander ce livre. C'est-à-dire que si aujourd'hui,
tu sais que tu es quelqu'un de différent. Tu sais que tu as un truc. Tu sais qu'au fond de toi, il y a un truc qui te secoue là, et tu sais pas vraiment où aller. Tu sais pas vraiment comment le mettre en place. Tu as du mal à croire en toi. Tu as du mal à te dire, ok, c'est possible. Moi, ce livre, il m'a fait dire que arrête d'écouter tout le monde et n'importe quoi. Écoute un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Dis-toi que tu es capable de le faire et fais-le, mais comme si tu allais mourir demain, quoi. À quel âge est-ce que tu as découvert ce livre? Quand je suis arrivé à Paris. Quand je suis arrivé à... T'avais quoi, Non, 22? un peu plus tôt que ça, 21. 21. 21. On me l'avait recommandé quand j'étais commercial dans le Nord. Et j'avais dit oui, oui. Et puis comme un jeune con, j'avais pas écouté mon client qui m'avait recommandé ce bouquin-là. On a gardé contact avec ce client qui aujourd'hui est devenu un de mes mentors. D'ailleurs, c'est très drôle. Tu vois, comme à l'époque déjà, j'avais vraiment ce truc de créer du lien fort. Et il me l'a rappelé en fait quand j'étais à Paris. Puis quand je voyais tout le monde dans les transports, j'avais 40 minutes aller, 40 minutes retour. À un moment donné, il faut bien que tu rentabilises ce temps-là, quoi. C'est pas possible. Donc je m'étais mis à lire. C'était très compliqué au début, pouvoir illimité. Ce bouquin a changé ma vie. Donc forcément, pouvoir illimité d'Anthony Robbins, ça peut paraître un petit peu ésotérique au début, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais voilà, moi j'y crois. C'est un truc qui m'a aidé, qui m'a ouvert les yeux sur ce qui était déjà devant moi et que j'avais potentiellement peur de voir aussi. C'est-à-dire que potentiellement, tu as peur de te dire « Ah mais je suis vraiment différent en fait, j'ai vraiment la possibilité de faire quelque chose ». Et aujourd'hui, ma réponse que j'ai à ça, elle est simple. On est tous exceptionnels, on a tous quelque chose de particulier. Je vous dis pas que vous êtes tous des rockstars et qu'on est tous machin, mais dans tous les cas, c'est vrai, on est tous différents. On a tous quelque chose de propre à nous-mêmes et on est tous exceptionnels. Il suffit juste de le décider, d'y aller à 200% et de faire la différence dans notre propre vie. Arrêtez de prendre les choses un petit peu trop au sérieux et voir la vie comme une expérience, comme un jeu et de se dire ok, est-ce que je peux aller jusqu'à 100%? Qu'est-ce qui se passe quand je vais jusqu'à 100%? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 120? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de cool? Est-ce qu'on est obligé de suivre ce qu'on nous a dit? Est-ce qu'on est obligé de vivre cette vie que mes parents ont, que la vie m'a tracée? Je suis pas sûr. Et j'avais cette voix qui me disait que j'étais pas sûr et ce bouquin m'a aidé à passer le cap. Après, je suis très très start-up moi. Donc forcément, je te recommanderais aussi Lean Startup, ce qui m'a beaucoup appris et beaucoup facilité le taf quand je suis arrivé dans le business en ligne. Voilà, Lean Startup, la semaine de 4 heures, bien évidemment, sur cette vision du business en ligne. Très bien pour la philosophie et l'idéologie. Vous n'appliquerez pas la semaine de 4 heures parce que même son auteur ne l'applique pas. Ça reste un rêve, je pense, qui nous permet justement d'avancer vers notre nouvelle vie. Voilà, je citerai ces 3 bouquins. Cool. Deuxième question, si tu pouvais revenir dans le temps et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah yo, c'est marrant. Putain, je pose souvent cette question, mais je me la suis jamais posée. Qu'est-ce que tu lui dirais à 20 ans? À 20 ans, j'étais dans la... on avait encore un petit peu l'agence web, je faisais les soirées, j'étais encore étudiant. Fonce. Ouais, non. Franchement, à 20 ans, vas-y plus, quoi. Vas-y. Tu penses que tu étais encore hésitant? Je l'ai toujours été. On camoufle. Tu sais, l'avantage quand tu as une grande gueule et que tu parles beaucoup et que tu as cette espèce d'excès de charisme en public, c'est souvent pour camoufler un problème de confiance en toi un peu plus profond. Et donc, je te dirais que, oui, j'ai toujours eu besoin d'une tape dans le dos, d'un truc, quoi. Et du coup, à 20 ans, ça serait fonce et fais-le plus sérieusement, en fait. Crois plus en toi. À l'époque, j'aurais déjà pu... Il y a des opportunités que j'ai fait à moitié. Des dérives de ma pièce à double face, quoi. Et puis aussi par fainéantise, parce qu'à l'époque, j'y croyais pas trop. Si à l'époque, déjà, j'avais acheté plus de stock, je m'étais intéressé plus à revendre sur eBay. Si j'avais commencé ça à ce moment-là, j'aurais gagné de l'expérience encore plus et il y a des étapes qui auraient été beaucoup plus rapides. Ouais. Parce que mon premier site web, j'avais 15 ans. Mon premier site e-commerce, j'avais 18. Si j'avais fait ça avec plus d'assiduité, avec plus de persévérance, à cette époque-là, j'aurais gagné de l'expérience plus vite et voilà. Mais ouais, non, aucun regret, fonce, vas-y à 200% et vas-y, quoi, crois en toi.
Ouais, arrête de faire les choses à moitié. Je gagnais un peu d'argent, je gagnais déjà des sides. Parfois, j'arrivais à faire 7, 8, 900 euros sur un coup, tu vois. C'était énorme pour moi à l'époque. Et cet argent-là, je le brûlais. Si cet argent-là, je l'avais réinvesti dans du stock. Et ouais, si j'avais cette vision un peu plus à l'époque, ça aurait été cool. Mais bon, voilà, on ne peut pas. Hein. C'est comme ça. Troisième question, est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Une citation ou un proverbe qui me revient souvent à l'esprit. J'allais dire que oui, mais bien évidemment, c'est au moment où je te dis ça que je l'ai plus. C'est une citation de Tony Robbins que j'avais en couverture Facebook pendant des mois. Non, mais c'est ça, c'est You are what you believe you are. Ouais, voilà. You are what you believe you are, clairement. Clairement. Ok. Merci Enzo. Pour finir l'interview, évidemment, je voudrais que tu nous expliques un petit peu les auditeurs qui ont envie d'en apprendre plus sur Enzo Honoré, où est-ce qu'ils peuvent aller pour te retrouver? C'est déjà, je tiens à te remercier, mon Stan. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager un plaisir, tout ça tu sais bien. sur le podcast. Et puis, comme je l'ai dit plus tôt, moi, ce podcast, il m'a baigné dans mes voyages, il m'a baigné dans ma croissance. Quand je suis à l'époque que j'écoute ton podcast, c'est le moment où je fais ma première vente de produits en ligne, c'est le moment où je fais mes premières ventes e-commerce en dropshipping, que je venais de lancer mon site. Le consulting était en train d'exploser. Enfin voilà, c'est vraiment un moment charnière dans ma vie et c'est vraiment très drôle un an après qu'on se soit revu et qu'on fasse ce podcast maintenant. Je suis vraiment très content. Merci à toute la communauté aussi parce que on sait que la force d'un produit elle est dans la communauté. Donc voilà, gros big up à tous et tous les potes d'ailleurs qui sont passés sur le podcast de Stan. C'est un putain de plaisir de voir tout ça et voilà, merci à toi de m'avoir invité. Du coup, je me souviens plus. Tu voulais que je clôture sur Non, d'ailleurs, on en parle de ça, mais tu sais que je teste maintenant un nouveau format sur Marketing Mania. Et ce que je voudrais faire, c'est pouvoir te ramener dans un an, tu vois, un an. Ouais, un an et demi, comme tu avais fait avec BM, ouais. C'est très intéressant d'avoir ce follow-up, justement, tu vois. Moi, je crois plus aux interviews du type OK, raconte-moi ta vie et tout ce que tu as accompli et on va faire ta biographie, quoi. Ça m'intéresse pas autant. Et c'est vraiment la conversation sur un sujet, voir comment les gens évoluent et pouvoir faire revenir un petit peu les gens de temps en temps. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Moi, par exemple, le truc que j'avais fait avec Antoine BM, c'est génial parce que je l'ai eu super tôt. Quand il commençait juste. Et maintenant, il est établi, il a switché de YouTube vers le podcast. Il a vraiment un truc et tu peux réécouter les deux l'un à la suite des autres et voir comment une personne évolue, quoi. Parce que je pense qu'on est tous en évolution et on est forcé par le fait d'être sur le web d'évoluer vachement vite. Là où quelqu'un dans une carrière peut passer 5 ans dans un boulot, nous, au bout de 6 mois, d'un an, on peut avoir déjà être forcé de switcher. Donc, tu vois les gens évoluer rapidement. Et c'est un truc que je voudrais un peu apporter, donc te faire revenir et puis parler un petit peu de ton évolution d'ici un an et demi. Mais non, mais c'est clair, hein, ça fait tellement de sens et ça permet aussi aux gens qui ont aimé l'épisode 1 déjà d'aimer l'épisode 2, aux gens qui se lancent de comprendre aussi, tu vois, c'est Gary Vaynerchuk qui est beaucoup là-dedans, on en parle pas mal à chaque fois qu'on se voit, mais cette idée de documenter le process. Moi, je sais que je fais des vidéos depuis le début et ça me fait rire de revoir mes vieilles vidéos. Mais je dis aussi aux gens, voilà, aujourd'hui, Enzo Honoré, tu penses que c'est ça, ça. Regarde, il y a un an et demi où j'étais, ce que je faisais, quoi. Et tu veux faire la même chose, voilà, tu connais la route, mon pote. Accroche-toi à ton slip et vas-y. Tu vois, ça permet aussi d'enlever ce côté déification qu'on a du succès et je trouve ça très, très bien et très, très sain. J'adore YouTube pour ça d'ailleurs, parce que c'est très facile de retourner voir les vidéos que les gens faisaient il y a 4-5 ans et tu vois qu'ils faisaient un truc totalement différent, pas du tout avec la même profondeur. Enfin, tous les gros youtubeurs que tu connais aujourd'hui, moi c'est mon délire. J'adore aller regarder les premières vidéos de Cyprien, qui s'appelait Monsieur Dream, tu vois, où il est dans sa chambre d'étudiant sur sa webcam en 4/3 et tu te dis ok. Le mec, il n'est pas un jour arrivé avec son truc fisheye, avec ses sketchs super léchés, avec son audience de 10 millions de personnes. Exactement. Il y a vraiment un processus. Exactement. Et l'avantage du YouTube, vraiment, c'est que je trouve que le processus, il est ultra visible. Tu n'as même pas besoin de creuser particulièrement. Tu regardes juste les anciennes vidéos. Tu regardes une vidéo par an que le mec a fait sur les 5 dernières années. Et tout d'un coup, tu as un petit peu un sens de la manière dont les gens évoluent. La question que je voulais te poser pour conclure l'interview, c'était où est-ce que les gens te retrouvent ?
Ouais, tu sais, le truc, le mec, il veut pas faire d'autopromo, quoi. Alors, du coup, je suis disponible aussi sur podcast, comme je sais que vous êtes des écouteurs, des auditeurs fidèles du podcast, les amis. Je suis disponible sur la plateforme parce qu'il y avait donc moi, j'ai toute une partie d'interview, en fait. Je suis allé interviewer des gens partout autour de la planète, comme un peu Stan le disait tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, il doit y avoir 50, 60 interviews qui sont disponibles sur YouTube et ça apporte pas vraiment une valeur ajoutée parce que je fais pas des plans léchés, parce que je suis pas Antoine BM du tout, quoi, en termes de vidéo. Tu vois ce que Tu veux je veux dire, la part vidéo n'est pas nécessaire, donc du coup, tu as fait une version audio. Je les ai mis en version audio. Alors parfois, le son est pas extraordinaire. Hein. J'ai pas la prétention d'avoir la qualité sonore de Stan. Mais en tout cas, il y a vraiment des personnalités intéressantes. Pour le coup, il n'y a pas que des entrepreneurs du web. Moi, je suis vraiment un passionné de l'entrepreneuriat de façon générale. Et donc, du coup, t'as de tout, quoi. T'as de tous les profils. Bien évidemment, t'as des mecs du web. Et bien évidemment, t'as des mecs perchés, qui ont monté des business perchés et qui sont super cool et qui te partagent le process. Et les interviews, elles sont vraiment orientées sur comment on devient un entrepreneur, tu vois. Qu'est-ce qui fait de nous un entrepreneur et quels sont les meilleurs feedbacks que tu pourrais donner à un autre entrepreneur. Mon objectif, c'était vraiment de comprendre la psychologie d'un entrepreneur et de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Pourquoi est-ce que deux personnes qui, voilà, a priori seraient les mêmes, ou pourquoi les gens prennent des décisions complètement opposées et pourquoi l'un devient entrepreneur et va fonctionner alors que l'autre va devenir peut-être entrepreneur et va pas fonctionner, ou va devenir cadre à la défense, ou va finir clochard, tu vois. Je sais pas, j'avais une vision là-dessus et du coup, tu peux retrouver toutes ces interviews-là. Il y a un site web qui s'appelle bettercallenzo.com, comme Better Donc, Call. on retrouve les interviews, on tape dans iTunes Enzo Honoré. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Dans YouTube, Enzo Honoré, pareil. Enzo Honoré ou Entrepreneur 2.0. Et Enzo Honoré, ça marche. Sur YouTube, pareil, Enzo Honoré. Chaîne YouTube, aujourd'hui, on est plus de 7400, si je dis pas de bêtises, à l'instant T. Et voilà, donc c'est 3-4 vidéos par semaine. C'est motivation, inspiration et action, principalement. Donc tout ce qui est sales, tout ce qui est marketing, tous des feedbacks que je teste et beaucoup d'interviews de gens que je rencontre. C'est ça aussi, en fait, si tu veux, ma capacité à networker, qui était un petit peu l'objectif de ce podcast. Je l'ai utilisé aussi sur le web en organisant tous ces interviews et je me nourris au quotidien d'histoires extraordinaires et ces histoires extraordinaires me proposent d'autres histoires extraordinaires et voilà, aujourd'hui par exemple j'ai mis en place ce concept ici à Bangkok, donc même en changeant complètement de pays, de ville, de langue, j'ai développé plus de 10 interviews en 3 mois. Et j'ai trouvé 2 associés et on monte un nouveau business. donc voilà, pour résumer un petit peu cette interview, je pense, ça vous donne un petit peu l'idée de ce que ça peut créer. Moi, je pense vraiment que le miracle est chez les autres, du moins la connexion que vous pouvez avoir avec les autres. Et que la magie, elle opère quand on s'y met tous dans la même direction, avec une putain de bonne énergie, quoi. Voilà. Super. Merci Enzo pour ce message. Tous les auditeurs, si ça vous intéresse, allez le suivre sur soit le podcast ou soit la chaîne YouTube. Toi Enzo, merci d'être passé. C'est vachement cool. Ça faisait un moment que je voulais faire cet épisode et puis on n'avait pas eu trop le temps de l'enregistrer. Donc c'était un vrai plaisir de pouvoir partager un petit peu cette vision-là et je pense que tu es vraiment au top sur cette idée de networking. Donc ça nous fait vraiment un épisode qui apporte une vision que moi je suis pas du tout capable d'apporter sur cette partie-là. Merci à toi d'avoir pris le temps, c'était super cool et puis j'espère qu'on se recroisera bientôt. À très vite mon poteau et merci à tous les auditeurs. Lâchez des coms et n'oubliez pas, you can 5 stars. 5 stars sur SoundCloud, sur iTunes. Merci à toi Stan pour tout le contenu que tu crées et puis du coup à la prochaine rencontre entrepreneur qu'on créera je ne sais pas où. Ouais, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez le podcast Marketing Mania et vous dites tiens, c'est le genre de contenu que j'aimerais voir plus souvent sur Internet, une des meilleures manières de le montrer et puis aussi de pousser le monde à votre manière dans cette direction, c'est de laisser une évaluation au podcast sur iTunes, puisque iTunes aujourd'hui ça reste la plus grande plateforme de podcast et les évaluations restent une des meilleures manières de soutenir un podcast. Donc vous pouvez à travers iTunes ou Apple Podcast laisser une petite évaluation 5 étoiles au podcast avec un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, me dire
par exemple que c'est l'épisode d'Enzo Honoré qui vous a convaincu de laisser un commentaire. Si vous n'utilisez pas iTunes, évidemment, vous pouvez laisser le commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est vraiment utile. Ça aide le podcast à rester très bien classé dans les rankings iTunes, même si je ne suis pas celui qui publie avec le plus de fréquence. Et ça aide à continuer à pouvoir produire des épisodes, à continuer à pouvoir faire passer ce message. Donc je vous remercie pour les petits commentaires. Deuxième chose, si vous êtes intéressé par cette idée de chaîne YouTube, de construire d'audience, c'est quelque chose où il peut être difficile de commencer. Et pour ça, j'ai créé une petite formation par email qui s'appelle « Construire une audience qui achète », qui explique comment est-ce que vous allez pouvoir appliquer l'idée mentionnée par Enzo dans l'épisode du plan de 90 jours et comment est-ce que vous allez appliquer cette idée à la création d'une audience afin de vendre quelque chose, que ce soit des formations, que ce soit du coaching ou même parfois des produits physiques. Pour recevoir cette formation par email, c'est gratuit. Vous pouvez vous rendre sur marketingmania.fr/audience. Je vous expliquerai les bons éléments sur lesquels vous concentrer avant tout pour pouvoir décoller rapidement. Évitez de vous perdre dans les 1001 tactiques de marketing qui sont souvent mises en avant à droite à gauche. Comprendre l'essentiel, comprendre ce qui va faire que votre site fonctionne, comprendre ce qui va faire que votre contenu est de qualité et accroche l'attention des gens. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, petite formation gratuite à l'adresse marketingmania.fr/audience. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté mon petit spot publicitaire et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode de Marketing Mania qui va être un gros épisode. Je vous réserve quelque chose d'assez unique que je n'ai jamais vu dans le podcast, que ce soit en France ou aux États-Unis. Sur ce, c'est terminé. À bientôt.